Voyages différents, très différents les uns des autres, 3 façons très différentes de voyager, 3 invités qui ne se ressemblent pas parce qu'ils font des métiers différents. Nous avons d'abord la visite d'une célébrité, Elie Chouraki. Bonsoir Elie. On vous a invité parce que vous avez réalisé ce film qui s'appelle Miss Missouri, où on voyait Richard Anconina poursuivre un amour à travers les États-Unis. On connaît un petit peu l'histoire. Vous avez aimé, je crois, le reportage qu'on vous montrera tout à l'heure qu'a réalisé Frédéric Andréi. Vous nous parlerez de votre façon d'aimer les États-Unis pas comme on les voit habituellement. Nous avons ensuite la visite de Patrick Accola, qui a eu beaucoup de mal à arriver de Nice, parce qu'en ce moment, la France, eh bien, les moyens d'accès ne sont pas toujours faciles vers Paris et vers les villes de province. Et Patrick Accola est un mauvais ethnologue dans la mesure où il est tombé amoureux d'un village qui s'appelle Utel, que nous vous ferons découvrir tout à l'heure, un petit coin de paradis. Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi il est resté là-bas. Et ça fait 20 ans qu'il y vit. Et puis Pascal Maréchaux, qui est architecte et photographe et qui depuis 15 ans ne passe pas une année sans aller avec son épouse au Yémen pour photographier, raconter la vie de ces gens qui vivent au Yémen. Alors on va vous expliquer pourquoi dans quelques instants, le charme casse-pays. On va commencer par y aller avec la carte. Donc nous décollons de Paris, ça c'est un vol régulier qui a lieu très fréquemment. On survole la Méditerranée, le désert de l'Arabie Saoudite et on arrive ici à la pointe sud-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, ces montagnes isolées qui naissent d'ailleurs, qui sont nées il y a quelques millions d'années de la séparation de l'Arabie Saoudite et du bloc africain. Et là, au nord de Sanaa, il y a des villages qui sont perchés comme des nids d'aigle à 2000-2500 mètres d'altitude. Patricia Mikalev est allée visiter ces gens. Vous allez voir une vie quotidienne très différente des nôtres et surtout un sens des valeurs très éloigné des nôtres. Regardez au Yémen. Pour arriver jusqu'ici, il faut avoir envie d'autres émotions hors des sentiers battus. Au nord-ouest du Yémen, à 100 km de la capitale, en plein cœur des montagnes de l'Arabie heureuse, commence un autre monde. Pour à peine y pénétrer, il faudra surtout ne pas brusquer les choses, apprendre à deviner la main tendue derrière le regard farouche. Ici, les armes font partie de la vie de tous les jours. Tous les hommes en portent une, qu'il s'agisse de la djambiya, le poignard traditionnel, ou de la kalachnikov, devenue tout aussi traditionnelle. Sans eau courante, sans électricité et sans téléphone, perché à 2500 mètres d'altitude, comme scellé dans un piton rocheux, Korlan est un véritable nid d'aigle qui domine toute la vallée. Dans l'ombre de ces montagnes vit un peuple fier et secret. Ici, on n'accueille pas l'étranger à bras ouverts parce qu'avant tout, il représente une menace. Comment pourrait-il comprendre qu'à Korlan, on vit si retiré du monde, loin de tout, presque comme au premier jour, et qu'on en soit si fier? Saleh Loutfallah a 42 ans et il a toujours vécu dans cette maison en haut du village. Aujourd'hui, 35 personnes y habitent avec lui. Son père, bien sûr, mais aussi son frère, leurs épouses et tous les enfants. Accompagné de quelques-uns d'entre eux, et comme tous les matins, Saleh Loutfallah part travailler sa terre. Dans ce décor de géant, la terre est sacrée parce qu'il a fallu des centaines d'années de travail pour la rendre cultivable. C'est seulement à ce prix qu'on a pu bâtir les terrasses entretenues avec patience au-dessus des précipices. Saleh Loutfallah n'est pas tout à fait un villageois comme les autres.
Bien que sa djambia et son pistolet ne quittent jamais sa ceinture, Saleh Loutfallah est un sage. Véritable figure du village, il intervient sur tous les problèmes de cette communauté de quelques centaines d'âmes. Ceux qui vivent encore ici se retranchent farouchement contre ce qu'on a pu appeler le progrès. Les autres, attirés par le bruit de la ville, ont quitté Korlan et ses traditions, mais aujourd'hui le sage du village est un homme heureux. Il y a encore quelque temps, beaucoup de gens partaient à la ville pour chercher du travail. Maintenant, c'est le contraire. Ils reviennent tous et ils sont très fiers de la travailler, cette terre. C'est pour ça que les terrasses sont à nouveau entretenues et cultivées. Et c'est une bonne chose parce que c'est comme ça que notre pays doit être. Comme dans les dizaines de forteresses qui hérissent la montagne, c'est vers 13 heures que la journée de travail des hommes se termine. Saleh Loutfallah rentre à la maison. Tous les hommes de la famille, du grand-père jusqu'au dernier des petits garçons, se retrouvent pour le repas. Invisibles, les femmes sont cantonnées à la cuisine. Véritable fantôme, lambeau de voile noir que seul le vent ose à peine soulever, les femmes du Yémen sont solides mais inaccessibles. Chez nous, le rôle de la femme, c'est d'élever les enfants et de s'occuper de la maison. De temps en temps, si son mari en a besoin, elle l'accompagne au champ et elle travaille. S'il n'en a pas besoin, alors elle reste à la maison. C'est vrai que les femmes ne participent pas à la vie du village. Elles restent en dehors de toutes les décisions. Comme ça, au moins, elles ne risquent rien. Elles ne sont pas exposées, on ne peut pas les agresser, on ne peut pas les atteindre dans leur dignité. Pour nous, c'est un moyen de les protéger. Tout début d'après-midi, comme le commencement d'un rituel quotidien. Un peu à l'extérieur du village, sur le bord de la route, les hommes vont acheter le khat qu'ils passeront le reste de la journée à mâcher. Une drogue légère qui ouvre l'esprit, disent les Yéménites. Pendant ce temps-là, dans les rues qui commencent à se vider, règne toujours la même ambiance, une sorte d'agressivité souriante. Ce jour-là, tout allait bien. Il est vrai que les Yéménites ont le sens du jeu. Mais lorsque les hommes sont armés, parfois les choses dérapent et les tribus des montagnes s'affrontent alors dans de véritables batailles. Chez lui, Saleh Loutfallah retrouve ses amis pour la séance de khat. Un lieu de rencontre, encore une fois, exclusivement réservé aux hommes. Quand tout à coup, deux invités imprévus font irruption.
Les deux hommes habitent le village, un conflit les oppose. L'un a coupé les branches d'un arbre dont l'autre prétend qu'il lui appartient. Plutôt que d'aller voir la police, ils ont décidé tous les deux de s'en remettre à Saleh Lutfallah pour désigner celui qui a tort et celui qui a raison. Pour preuve de leur soumission en son jugement et surtout pour éviter que les choses ne s'enveniment, le sage leur a retiré leur djambiya. Après avoir écouté les deux versions, ils décident d'aller constater les faits sur place. La discussion est animée, mais Saleh Lutfallah parvient cette fois-ci à mettre les deux hommes d'accord. L'histoire se termine par une poignée de main. S'arranger à l'amiable, c'est beaucoup mieux que de passer par la police ou par l'État. De toute façon, si on passe par eux, ça prend beaucoup de temps. Et puis c'est comme ça que les gens gardent de la haine les uns pour les autres. Si tous ces villages sont construits comme des citadelles imprenables, c'est que les Yéménites ont souvent eu à se défendre contre les envahisseurs. D'abord les Éthiopiens, puis les Perses, les Turcs, les Anglais et enfin les Égyptiens, mais tous ont échoué. De ces temps troublés, il reste aux Yéménites leurs armes et leur méfiance pour tout ce qui vient d'ailleurs. À Korlam, la journée s'achève dans un univers clos qui a trouvé ses marques il y a bien longtemps. Alors Pascal Maréchaux, je répète donc, vous êtes photographe, architecte, vous passez avec votre épouse plusieurs mois par an depuis 15 ans au Yémen. Je crois que d'ailleurs vous y repartez samedi. Expliquez-moi ce qui fait que vous avez un tel coup de cœur, voire même un tel élan d'amour pour le Yémen. Tout d'abord, il y a une hospitalité qui est incroyable. Une fois, on marche sur un sentier, un homme qui nous voit depuis la terrasse de sa maison descend, vient à notre rencontre, nous dit « Venez prendre le thé à la maison ». Puis, au bout de 5 minutes, il nous dit « Il faut que vous restiez jusqu'à demain, parce qu'il y a un grand mariage ». Et puis, en définitive, on a passé 8 jours chez lui, parce que demain, en arabe, ça ne veut pas dire le jour qui suit, mais ça veut dire tous les jours qui suivent. Mais alors ça, c'est un élan de générosité? Vous voyez, par exemple, là, dans le repas que l'on a vu tout à l'heure, oui, il n'y a pas un nombre d'assiettes défini, un nombre de sièges défini. Donc, il y a toujours, je veux dire, de la place pour un hôte, pour un invité de passage. Parce qu'on dit qu'un hôte, c'est l'envoyé de Dieu. C'est aussi, quand on voit un étranger qui vient, une façon d'éviter qu'il puisse y avoir une animosité. Si vous avez partagé le pain avec quelqu'un, il ne pourra jamais porter la main sur vous. Alors, ça tombe bien que vous parliez de porter la main sur un invité, parce que Elie Chouraki, vous êtes une réflexion oui, en rentrée. voyant le reportage, je me suis dit que j'étais surpris qu'ils aient tous des armes, qu'ils soient armés jusqu'aux dents comme ça. Eh bien, tout homme qui est en âge de donner la vie est aussi en âge de la reprendre. C'est-à-dire qu'il a un sens de l'honneur et il doit être capable de défendre son honneur et l'honneur des siens et de la tribu. Alors ça explique qu'ils aient tous une Kalachnikov en bandoulière? Une Kalachnikov ou un djembiya, un poignard, oui, qui symbolise, veut dire qu'ils font partie intégrante de la communauté. Et quand on parle par exemple d'une tribu ou d'un village, on le dit en nombre de fusils. Mais pour éviter que cela ne puisse dégénérer et ne puisse donner lieu à des combats,
il y a toutes sortes de compensations, notamment pour éviter des vengeances. Et toute la communauté, comme on a vu dans le jugement tout à l'heure, fait en sorte qu'il y ait au moindre conflit un arbitrage, une justice qui ne soit pas répressive, mais au contraire qui donne une compensation. Alors, ça, il faut que vous nous expliquiez, ce thème de la justice, Pascal Maréchaux, parce que c'est très éloigné de notre conception de la justice, pour le coup. Eh bien, c'est lorsqu'il y a une maille qui casse dans le tissu social, c'est de faire en sorte que les mailles alentour se resserrent, fassent pression et donnent envie à la maille qui a cassé de se recomposer, de se refaire. C'est-à-dire, vous voulez m'expliquer ça Eh bien, par exemple, vous faites une faute envers la communauté. Par exemple, vous devez un jour venir aider les autres à construire une maison, oui. Et puis ce jour-là, vous ne venez pas. Eh bien, la communauté vous oblige à payer un banquet, un repas, en invitant tous les gens qui construisaient la maison. Ah oui, ça fait cher l'absence. Je veux dire qu'il y a un contrôle social. Et si vous refusez le banquet, on vous met un coup de Kalachnikov? Non, on ne vous met pas un coup de Kalachnikov, parce que vous avez une valeur qui est plus importante que ça, c'est le sens de l'honneur. Autrement, votre visage serait noirci de honte et vous n'oseriez pas vous représenter en public. Parce que aussi, vous imaginez bien que cette solidarité qui est très forte, elle est aussi une sorte d'échange dans le temps. Vous, quand vous allez construire votre maison, eh bien, votre voisin, les autres vont vous aider. Et c'est tout un ensemble de valeurs qui sont totalement différentes. Par exemple, dans le village où nous avons passé plusieurs mois, lorsque dans une maison, on ne voyait pas la fumée monter le matin des fours à pain, eh bien, les voisins alentours se précipitaient pour aller aider, pour aller dire est-ce qu'il y a quelqu'un de malade, qu'est-ce que l'on peut faire. Ce sont un sens, je veux dire, de l'entraide et de la solidarité qui s'explique aussi par la difficulté de vivre pour ces conditions, ces montagnes qui sont très, très difficiles. Et s'ils reprennent la vie, qu'est-ce qui se passe? S'ils reprennent la vie, pardon. C'est-à-dire s'ils tuent quelqu'un, s'ils se servent de l'arme? S'ils tuent quelqu'un, on cherche à trouver des compensations. C'est-à-dire, d'abord il y a des compensations en argent, on va voir la personne, je veux dire la famille, et on essaye de la convaincre qu'au lieu d'utiliser la loi du talion, c'est-à-dire de demander à ce qu'on tue la personne qui a tué, la vengeance, à ce qu'elle accepte, je veux dire, une somme d'argent en compensation. Mais finalement, c'est un savoir-vivre merveilleux, alors. Ça doit être très agréable de vivre au milieu d'eux, non? Ça a effectivement des côtés... Ça marche? Oui, ça marche, c'est assez chaleureux. Et... Mais je vous conseille de vous référer à des articles qu'écrit Pascal Maréchaux avec son épouse, Élie Chouraki, vous qui aimez lire. Oui, d'autres. Oui, non, mais c'est vrai. Il édite aussi des calendriers superbes chez Phébus, qui est un éditeur qu'on aime bien. Des bouquins qui sont maintenant épuisés, donc j'ose même pas en parler. Tout ça est sur le Minitel d'ailleurs, si on cherche à se renseigner. Et puis comme vous repartez samedi, bah, vous reviendrez avec... On part au Yémen, là? Oui, oui. Avec votre femme? Non, là, cette fois-ci seule. Allez, on va les briller. Frédéric Andréi avait sa caméra, il est parti vers l'ouest en 3 jours et en 3 nuits. Il est donc 17 h et nous sommes à New York à bord d'un autobus des Greyhound. New York, 23 août 1990. Encore quelques minutes dans la gare souterraine de Port Authority avant de pouvoir monter dans le 2487 à destination de Los Angeles. 4800 km et 3 jours et demi de voyage. Première étape ce soir, Washington DC, vers 11 h. Jackson, Memphis, Little Rock, Texarkana, Greenville, Dallas, Fort Worth, Abilene, Odessa, El Paso, Tucson, Phoenix, San Diego, Indio, San Bernardino, Riverside, Anaheim, and Los Angeles. Okay, have I missed anybody? Silver Spring is 10:20, Washington, D.C. at 10:50. Sit back, relax, and enjoy your ride. Tandis que Manhattan disparaît dans les brumes de l'Hudson River, le Greyhound sort de Big Apple. Je n'aurais même pas vu l'océan. Le trajet Greyhound n'emprunte pas le chemin des écoliers,
Il file sur l'autoroute que je ne quitterai plus avant ma destination finale. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Les premiers arrêts commencent à rythmer le voyage. Ils ne durent jamais plus de 5 minutes. Greyhound est le moyen de transport le meilleur marché et le plus sûr des USA. Un billet pour LA ne coûte que 150 $, et contrairement au train, on est sûr d'arriver à l'heure. La légende du bus argenté a commencé il y a plus d'un demi-siècle, et aujourd'hui, quelques millions de miles plus tard, rapides ou omnibus, les Greyhounds sillonnent toujours les interstates et les motorways américaines, sans relâche, 365 jours sur 365. Quelle heure est-il? Où sommes-nous? Dans le Walkman de ma voisine, Bruce Springsteen me sort de ma torpeur. C'est une balade de 3 jours depuis Asheville, Caroline du Nord, chez ma sœur, jusqu'à Los Angeles, où j'habite. Dans le bus, tu rencontres toujours quelqu'un, tu te fais des copains, et même des fois, tu peux rencontrer une fille. Tu prends l'avion, tu mets 6 heures, mais tu parles à personne. Personne ne fait attention à toi. C'est anonyme. Et t'as pas vraiment l'impression d'avoir traversé le pays. Dans le bus, c'est vraiment sympa. Ici, tu sais que tu existes. Les gens veulent pas savoir qui tu es, ce que tu fais. Ils te parlent simplement, parce qu'ils ont envie de te parler. Moi, je vais être un jet pilot dans la Navy. Tout le monde me dit que c'est un mauvais choix. Je sais que ça sera dur, mais c'est mon but dans la vie. Je vais être jet pilot. Et si ça marche pas, j'aimerais vraiment être un boxeur. Memphis, 15 minutes d'arrêt. Tout le monde se précipite au lavabo pour faire une très succincte toilette. J'ai à peine le temps de boire un café. Il va falloir se représenter à la porte pour repartir. Une grande fille noire sortie tout droit d'un roman de Tennessee Williams laisse sa mère qui doit partir pour la Nouvelle-Orléans. Malgré son insistance, personne ne pourra s'occuper de la vieille femme à la correspondance de Jackson. Paris, Texas, le milieu de nulle part. Peut-être que Jack Kerouac est passé par ici avant moi. J'ai la curieuse impression que ce voyage m'envahit, que ce vaisseau qui m'emmène de l'autre côté ne s'arrêtera plus. Marilyn Monroe n'attend plus personne au bus stop. D'ailleurs, il n'y a plus de bus stop. Les McDonald's ont remplacé les bars légendaires. C'est une autre poésie, une autre route. Nous continuons à descendre plus au sud. Dehors, la chaleur est étouffante. Ouais, je peux te dire que ça fait des années que je conduis ces foutus bus. J'ai fait toutes les villes, depuis New York jusqu'à Los Angeles. J'ai usé toute ma vie sur ce siège et je peux te dire que j'ai vu tous les Américains s'asseoir dans mon bus. Tu peux imaginer depuis le temps?
Pour eux, tout a changé, mais pour moi, c'est toujours les mêmes gueules que je vois dans mon rétroviseur. Ouais. Dallas, le cœur de notre voyage. La gare est le siège social de la société Greyhound. C'est de ce petit immeuble que démarre la gigantesque toile d'araignée d'un réseau de plus de 2500 bus et d'une dizaine de milliers de chauffeurs. Greyhound, qui vient de racheter son plus gros concurrent Trailways, a subi durant le premier semestre 1990 une des grèves les plus dures de son histoire. Aujourd'hui encore, de très nombreux chauffeurs ayant refusé de reprendre le travail, on a fait appel au coup par coup à des chauffeurs de camions, des jaunes. Why don't you come to your senses? You've been out. Moi, j'aime la nuit. Et depuis que je travaille pour Greyhound, j'ai déménagé avec ma femme et mes gosses. On a été à El Paso. C'était mon rêve, conduire dans le désert. Ici, tu sais, la nuit, c'est le pied. Tu traverses le Texas comme sur un bateau. Il n'y a rien autour. Tout le monde dort derrière moi. Et moi, je suis là, tout seul. Seul maître à bord après Dieu. Je ne changerai pas, moi, je te dis. Je serai toujours dans le désert. Pecos. Autour de nous, rien. Le désert sur des milliers de kilomètres. C'est ici qu'au début du siècle se sont bâties quelques-unes des plus belles légendes du western. C'est à l'arrêt d'El Paso que notre chauffeur nous quitte. Quelle heure peut-il bien être? Nous avons dû changer notre montre 2 fois cette nuit. Prendre 2 heures de décalage en bus, encore un signe que ce voyage ne ressemble à aucun autre. Il faut manger, et je n'ai vraiment pas faim. Depuis Dallas, on ne parle plus qu'espagnol dans le bus. Et ici, les Blacks ont cédé leur place aux locos, les Mexicains. C'est en longeant le Rio Grande, qui délimite la frontière avec le Mexique, que nous retournons sur l'Interstate numéro 10. Petit matin du bout du monde, perdu sur le parking du énième McDonald's. Aujourd'hui, la route a changé. Elle ne traverse plus les villages, mais elle garde toujours sa même part de magie. On doit faire la même chose à chaque arrêt, sur le registre. Tu dois marquer à quelle heure tu es arrivé, combien de personnes sont descendues, combien de personnes sont montées, si tu es en retard, en avance, s'il y a des paquets, des lettres. C'est toujours le même boulot. Combien d'États avons-nous déjà traversés? Nous voici déjà dans l'Arizona. Et par la fenêtre, le même film passe depuis le départ. Le paysage ne change-t-il jamais ici? Est-ce que cette ligne droite va se terminer? Tucson, Phoenix, les mêmes gares, les mêmes cafés, les mêmes hamburgers. L'Amérique ne change jamais. Enfin, les premiers panneaux Los Angeles. Je découvre pour la première fois l'océan Pacifique, comme dans les films. C'est donc vrai que la Californie est unique. Hollywood n'est plus très loin, et tout est déjà comme je l'avais rêvé. Nous l'avons fait. Nous voici donc au terme de ce voyage. Qu'est-ce qu'il me restera de Greyhound? Des images plein la tête, des rencontres uniques avec ces Américains trop pauvres pour choisir un moyen de transport plus confortable et plus rapide. Que me restera-t-il? Peut-être cette étrange sensation d'avoir en 3 jours traversé tout un continent. Ouais, comme dans les films, ça va boire. Tout en tombant amoureux. C'est ce que nous allons vérifier, puisqu'un bon ethnologue, normalement, ne reste pas sur l'endroit qu'il étudie. Ni non plus, d'ailleurs, n'a d'histoire d'amour avec les habitants du village. Bref, vous, c'est une histoire d'amour avec le village.
Vous étiez dans son ensemble. Dans son ensemble. Vous allez très bien comprendre pourquoi. On va d'abord prendre l'avion, enfin notre stylo vidéo qui va très très vite à Mach 4. On va survoler les États-Unis très très vite dans l'autre sens, l'océan Atlantique Nord, et on va arriver ici sur la Côte d'Azur. C'est pas la Côte d'Azur bétonnée des promoteurs immobiliers que vous aimez sans doute autant que moi. C'est un petit village qui est à côté d'une rivière qui s'appelle Vésubie, dont vous avez sans doute entendu parler, mais ce village, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Il s'appelle Utel, c'est un coin de paradis plein de légendes et de contes de fées, et c'est Geneviève Roger qui nous les raconte. Regardez. Si d'aventure vous parvenez un jour jusqu'à la montagne d'Utel, là-haut, au mont du Diamant, où il n'y a pas si longtemps il fallait monter à pied car nulle route n'y conduisait, si donc vous arrivez jusque-là, vous apercevrez peut-être de drôles de pèlerins accroupis à même le sol et fort occupés à gratter la terre. Qu'est-ce que tu cherches dans le sol comme ça? Des étoiles. Et c'est quoi ces étoiles? Des petits fossiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des petites pierres en forme d'étoiles. Et pourquoi elles sont ici? On dit que c'est la Vierge Marie qui a pleuré, à ses pieds il y a eu des étoiles. L'histoire, le curé la raconte encore souvent et elle est bien vieille. Il paraît qu'un jour des années 850, 3 marins espagnols étaient en perdition en Méditerranée. Leur esquif allait sombrer quand ils aperçurent au sommet de cette montagne une lueur leur indiquant la terre. Sauvés par cette apparition, ils firent construire le sanctuaire de la Madone d'Utel. En remerciement, la Vierge versa des larmes qui se transformèrent en étoiles. Et c'est ainsi que depuis des siècles, des pèlerins des environs viennent chaque année rendre grâce à la Vierge miraculeuse. Au village un peu plus bas, on vit loin des tourments et de l'agitation. Ils sont encore une 60aine au pays. Tous, bergers ou paysans, définitivement attachés à ce bout de montagne, pourtant perdu et pauvre. Je suis en train de préparer les colliers pour les brebis, vous voyez. Alors c'est un travail qui donne encore de la peine parce que j'ai d'abord du rhumatisme dans les mains. Alors je fais un peu comme je peux, mais c'est un métier qui me plaît, alors je continue un peu. Quand c'est fini, vous voyez, ça reste comme celle-ci. Et voilà, c'est prêt à mettre au cou de la brebis ou de la chèvre, quoi. Hein? La terre n'est pas seulement pour le paysan un terrain que l'on possède, un lieu où l'on habite. Elle est le sol où l'on se fonde, où l'on s'alimente, où l'on trouve force. C'est la terre pétrie de la chair et des os des ancêtres. Des fois, je lui dis, si tu avais choisi notre travail, ça serait peut-être été mieux pour toi, tu serais été plus tranquille dans la vie. Mais, bien entendu, ça ne se commande pas. Pour faire un métier comme ça, il faut être de père en fils et d'avoir ça dans le sang. Et Utel, c'est un village que vous aimez bien? Ah, bien sûr. Et pourquoi? Je sais pas. Vous y avez toujours vécu, quoi? Oui, puis mes parents, tout ça, quoi. Il y a beaucoup de souvenirs ici. Oui. Ça vous fait des émotions quand vous pensez à ça? Oui. Oui. Ah ben, où c'est que l'on est. Si on n'aime pas où c'est que l'on est, alors, hein. Ah non.
Non, non. J'étais à Antibes, mais je préfère rester ici. À Antibes. Ça vous plaît, hein, avant? Me maliciner et j'y reste. Une fois par an, Utel organise son festin. Et le festin, c'est sacré. Dès 6 heures du matin, on les entend, le fifre, le tambour, la grosse caisse, réveillent la population. Qui pourrait se permettre de dormir le jour béni du festin d'Utel? Au moment où la fête démarre, le soir de la bénédiction, j'ai la chair de poule comme si j'avais froid. J'ai des frissons qui s'atténuent progressivement au fil des jours. Pendant les 5 jours, 6 jours, 7 jours de festin, comme là, cette année par exemple. Et pourquoi vous avez ça? Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. C'est dans le sang, c'est maladif. Et c'est quoi comme maladie? Je ne sais pas, ça alors je ne peux pas vous l'expliquer, je n'ai pas encore trouvé un médecin qui peut me le dire. Adieu ma brunette, adieu mes amours. Sois fidèle et sage jusqu'à mon retour. Que canto e che recanto, canto pas per you, canto per ma mia, che auprès. Je venais à Utel toutes les semaines, mon jour de congé. Si je ne pouvais pas venir pour la totalité de la fête, j'étais toujours présent pour le Cépon à Utel. Le moment le plus important de la fête, c'est le Cépon, une curieuse tradition. Le Cépon, c'est une histoire d'ancien temps, une histoire de rivalité entre les hommes mariés et les célibataires. On place un billot de bois au milieu du village et les célibataires vont devoir le sauter et s'en emparer. Les hommes mariés partent à la guerre, les jeunes du village leur piquaient leurs femmes. Et là, quand ils reviennent de la guerre, ils défendent leurs femmes. Et le billot, ça représente la femme. On fait un passage, on y va tout de suite après. Chaque fois qu'un célibataire saute le Cépon ou tente de l'emporter, il reçoit une volée de claques dans le dos. Avec les années, la tradition s'est adoucie, même si parfois elle donne encore lieu à des règlements de compte. C'était beaucoup plus violent avant. Au village, on raconte même qu'il y aurait eu un mort dans l'ancien temps. J'ai la chair de poule. Encore? Oui, toujours. Ma fenêtre est là-bas et je domine tout. Et vous regardez chaque année? Mais tous les années, et ça me plaît. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent que c'est brutal. Moi, je trouve ça magnifique. Magnifique. On y va maintenant, allez, hein? On y va, allez! Perché sur la montagne, là-haut, 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 c'est bien toi qui domines tous les petits amours. Jeunes anges et jeunes filles, s'en donne ta cœur joie, car dans mon village il n'y a que de la joie. Utel est un tout petit village, un village de la Vésubie. Amis qui êtes de passage, faudra venir vous promener par ici. Et alors vous comprendrez peut-être pourquoi mon pays est si joli. Car Utel est un tout petit village, c'est vraiment le paradis. Alors Patrick Accola, dites-nous franchement, est-ce que c'est vraiment le paradis? Oui, bien sûr, toujours. Bon. C'était encore plus le paradis pour moi il y a 20 ans, parce que lentement il y a une évolution. Ah, ça change tout de même? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui change? La pluie d'étoiles? Non, déjà il y a un peu moins d'anciens. Alors, d'abord j'étais plus jeune, c'est sûr. Mais il y a surtout un peu moins d'anciens.
C'est-à-dire que quand même toute la tradition se transmet par les anciens, et les anciens c'était ceux qui ne quittaient pas le village. Et les traditions chez vous, ça a l'air fort. C'est très fort. Dans tous les sens du terme. Fort, ça tape fort. Vous avez vu la couleur du dos? Ça chiffle furieusement. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans une petite communauté comme celle-là, tout le monde est parent. Oui. Donc ce sont les oncles, les grands-pères qui tapent sur les neveux, sur les fils, et autour ce sont les femmes, les cousines, les sœurs qui applaudissent. Alors, précisément, parlez-moi donc des femmes du tel, parce que si cette tradition existe, peut-être est-ce qu'au moment des guerres, quand les hommes célibataires partaient, peut-être y avait-il une part de culpabilité partagée, non? Bon, une des origines de cette tradition, c'est peut-être qu'au Moyen-Âge, les hommes étaient partis défendre un autre village, oui, et les célibataires n'avaient pas voulu suivre. Donc pendant que les hommes... pas la suite. Oui, oui. Pendant que les hommes mariés étaient partis, les célibataires s'étaient occupés des femmes qui étaient restées là. Ça veut dire quoi occuper, je crois? On vous expliquera. Plus tard, quand vous serez grand. Bon, et quand ils sont revenus, ils ont mis leur fils dehors du village, et pour rentrer, ils leur ont fait passer un rite de passage, qui était une bataille. Ce qui est bizarre aussi, c'est que la femme soit représentée par une bûche. Ça, j'avoue, je m'interroge. Non, c'est un symbole peut-être phallique. Hein. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais ça pourrait rappeler un phallique. Ouais. Vous voulez dire, oui. Moi, ce qui me frappe, c'est cet attachement au terroir. Et on le retrouve aussi dans beaucoup de villages du Yémen. Là, dans le film, on parlait d'une dispute pour un arbre. Il y a des arbres au Yémen qui sont transmis de génération en génération et tellement partagés au fil des héritages que parfois une famille, une maison n'a plus qu'une branche de l'arbre. Ah, oui. Mais ce que je veux dire à Utel, par exemple, il y a des gens qui ont le droit à avoir un cajot de kaki d'un arbre qui appartient à quelqu'un d'autre. Hein? Ah, oui. Non, je veux dire, nous, ça a été un coup de foudre. Quand je dis nous, ça a été un coup de foudre le village. C'est-à-dire, quand on est arrivé, je dis on parce qu'on a été deux, Yannick Geffroy, qui est également enseignant à l'université de Nice, on a été absolument subjugués par l'accueil qui nous a été fait. Et effectivement, on a réalisé un film sur toute la vie du village. On a récolté toutes les photos de famille. Et à partir de ces photos de famille, on a fait parler toute la population sur quand est-ce que ces photos avaient été prises, comment ils étaient habillés, d'où venaient leurs habits. On laissera les coordonnées du livre sur le Minitel, le service Minitel. Que vouliez-vous dire, Elie Chouraki? Non, rien. Je trouvais qu'il y avait entre les deux reportages, entre le Yémen et le petit village, il y avait des choses très très communes. D'abord, c'est des villages perchés, comme ça, dans la montagne. C'est des communautés qui sont très très proches les unes des autres. On a l'impression, c'est bouleversant le plan de ce type qui se met pratiquement à pleurer quand on lui parle de l'attachement à son village. Et on a l'impression aussi que la loi se fait peut-être d'une façon qui est aussi particulière, que les problèmes que pourrait régler la gendarmerie sont réglés plus par les gens entre eux que par les gendarmes qui sont dans la vallée. Comme ça? Oui, alors jusqu'au 19e siècle, on appelait les Utellois les coutelés, parce qu'ils avaient le droit de porter les couteaux à la ceinture. Bon, et ils s'en servaient relativement facilement pour régler tout un certain nombre de comptes. Également, ce qui est important, c'est de savoir que quelqu'un comme Albert, qui pleurait tout à l'heure, eh bien, ses origines dans le village remontent peut-être à 4 siècles, 5 siècles, 8 siècles. J'ai l'impression oui, comme vous dites, on y vit heureux chez vous, hein? Oui, on y vit heureux. Ça a l'air. J'ai l'impression que le meilleur service que je puisse vous rendre, c'est de surtout pas donner l'adresse ni le numéro de la départementale pour écarter les vilains promoteurs qui s'enrichissent en bétonnant la côte. Voyez-vous? Tout à fait. Hein? Restez à l'abri longtemps et gardez la pluie d'étoiles surtout. Ah, je trouve ça merveilleux, ces étoiles. Hein? Ah, les larmes de la Vierge? Oui. Oui, c'est magnifique. Hein? Formidable. Vous avez de l'invention en plus, je trouve. Gardez-le, votre coin de paradis, surtout gardez-le et venez nous en reparler un jour. D'accord. On va se quitter avec grande tristesse, comme vous l'imaginez.